Oh. Oh, c'est après. Ah oui, on va commencer tranquillement. Si vous pouvez continuer à aller vous chercher le petit café et dessert là, si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue au Midi Conférence sur la thématique de l'inflation. Merci. Donc, je m'appelle Marianne Théberge, là, je suis agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM, coordonnatrice du protocole syndical. C'est moi qui ai la chance d'animer le panel de conférence de ce midi. Donc, c'est ça. Merci d'être présente, merci d'être présent, que vous soyez avec nous là, à distance ou que vous soyez déplacés jusqu'à l'UQAM, vous avez bravé la météo. Merci. Donc, vous êtes vraiment nombreux là, à avoir répondu positivement à notre invitation. C'est dire que c'est une thématique qui interpelle. Puis, je dis notre invitation là, parce que c'est un événement qui est né d'une initiative du protocole syndical et qui est organisé en collaboration avec la CSN, la CSQ, la FTQ et le service aux collectivités de l'UQAM, bien sûr. Pendant que je suis un petit peu dans les remerciements, j'en profite pour remercier le comité organisateur de l'événement, donc Éric Bouchard-Bouliane, économiste à la CSQ, Lise Côté, directrice du service de la recherche à la FTQ, Jean Dalcé, économiste à la CSN, sans oublier bien sûr Nicolas Villegas, étudiant au baccalauréat en sociologie, qui a travaillé vraiment très fort là, pour vous rejoindre puis faire rayonner l'événement. Fait que merci Nicolas. Merci pour votre implication. Donc, avant toute chose, j'aimerais spécifier que l'événement d'aujourd'hui, il est capté pour permettre aux personnes qui n'auraient pas pu se joindre d'y être. Donc, si vous êtes en Zoom et vous préférez ne pas être vu, je vous invite à fermer votre caméra parce que c'est ça, ce sera capté puis ce sera rediffusé par la suite. Donc, voilà, l'événement de ce midi s'intitule « Quelles causes, quels enjeux, quelles mesures ?» justement parce qu'il se veut un lieu de réflexion, un lieu d'échange sur la période d'inflation qu'on vit actuellement. Et on a souhaité, à travers cet événement-là, réunir différentes voix. Donc, puis présenter une réflexion là, à plusieurs têtes qui va plus loin que le discours dominant qu'on entend beaucoup là, actuellement dans les médias. Alors, le panel de conférence d'aujourd'hui s'adresse à la fois, vous l'aurez compris bien sûr, aux publics syndicaux et universitaires et il vise à enrichir notre vision de l'inflation de différentes perspectives. C'est pourquoi on a invité 3 conférencières et conférenciers d'une grande pertinence, d'une grande compétence, au profil diversifié. Merci beaucoup à vous 3 de votre présence. Merci. Donc, voilà, l'événement de ce midi va se dérouler en 4 temps. D'abord, on a Steven Embler, professeur associé au département des sciences économiques de l'UQAM, qui a accepté de nous brosser un premier portrait de l'inflation. Donc, comment on pourrait définir l'inflation, quelles en sont les causes principales, quels en sont les coûts aussi, quel est l'historique de l'inflation au Canada et combien de temps on peut s'attendre à ce que l'inflation élevée qu'on connaît actuellement perdure. Par la suite, on aura une deuxième présentation de Pierre-Antoine Harvey, économiste au service de négociation de la Centrale des syndicats du Québec, donc la CSQ. Pierre-Antoine Harvey qui se propose d'analyser les conséquences des mesures et des positionnements adoptés par les gouvernements en réaction à la récente et actuelle poussée inflationniste. Et pour conclure le panel, une présentation de Marianne Sarah-Saunier, chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités, qui se propose d'aborder les impacts possibles des changements climatiques et de l'adaptation au changement climatique sur l'inflation. Et dans un 4e et dernier temps, on aura une période de questions ouverte à nos 3 intervenants. Donc, on va vous demander de garder vos questions pour la fin. Si vous êtes avec nous dans la salle, on vous proposera d'aller poser vos questions directement au micro qui est juste au centre ici. Et si vous êtes présente via Zoom, on vous invite à écrire votre question dans le chat à mesure des présentations ou bien durant la période de questions là, à votre choix. Nicolas Villegas pourra s'occuper de les recueillir et de se faire votre voix là, au micro de la salle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Steven Embler, mais juste avant, quelques mots à son sujet.
puis après, je vous laisse la parole. Donc, Stephen Ambler détient une maîtrise en sciences économiques de London School of Economics and Political Science et un doctorat en sciences économiques de l'Université Stanford. Il a enseigné ici même au département des sciences économiques de l'UQAM de 1985 à 2020 et il est actuellement professeur associé. Il a été professeur invité à de nombreuses universités, notamment à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, à l'Institut universitaire européen. Il a également été chercheur invité à la Banque centrale autrichienne. Il a été président de la Société canadienne de sciences économiques, secrétaire trésorier de l'Association canadienne d'économique et conseiller spécial à la Banque du Canada. Donc, M. Ambler, merci d'être des nôtres, puis les 15 prochaines minutes vous appartiennent. Vous pouvez rester ou venir au micro comme vous souhaitez. Restez assis, vous m'entendez? OK, je vous remercie beaucoup de votre invitation, de cette occasion de vous parler d'inflation. Bon, j'ai le contrôle aussi. Voilà. Voici mon plan. Je vais sauter parce que je vais essayer de rester à l'intérieur de mes 15 minutes. Je vais d'abord parler de monnaie et inflation. Et bon, effectivement, l'écran qui est là, c'est un peu loin pour mes yeux. Donc, de quoi il s'agit? C'est un graphique qui compare les taux de croissance des stocks monétaires de plusieurs pays entre 81 et 2018 et la croissance du PIB nominal, okay, qui est très relié, comme je vais expliquer, à l'inflation. Qu'est-ce qu'on constate? Bon, en bas à gauche, là, on a les pays qui sont connus pour être anti-inflationnistes. Il y a le Japon, l'Allemagne. Malheureusement, la Suisse n'est pas là. J'ai pigé ce graphique ailleurs, là. Et en haut à droite, des pays qui ont subi, ça c'est des pays de l'OCDE pour la plupart, des taux d'inflation plus élevés, notamment le Mexique et la Turquie. Alors, ce qu'on voit, c'est plus fort est la croissance, forte est la croissance monétaire, plus forte est la croissance du PIB, nominal. Alors, c'est quoi le lien entre le PIB nominal et l'inflation? Je vais devoir être un tout petit peu technique pour 2 minutes. Je commence avec peut-être la citation la plus connue parmi toutes les citations de Milton Friedman. En anglais, c'est « Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon ». En français, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. OK. Pour ceux qui sont dans l'auditoire, je peux voir vos mains. Ceux qui assistent virtuellement, non. Devinette. Cette voiture appartenait à qui? Milton Friedman. Et si ceux qui ont de bons yeux, regardez bien la plaque d'immatriculation personnalisée. Et en fait, je pense qu'au Québec, on ne peut pas avoir un signe d'égalité sur une plaque d'immatriculation. Mais qu'est-ce que ça dit? Ça dit MV égale PQ. C'est la fameuse équation monétariste qui dit que le stock monétaire ou la masse monétaire fois ce qu'on appelle la vitesse de circulation, à quelle vitesse la monnaie change de main en main dans la population, égale P, niveau des prix, l'indice des prix à la consommation, essentiellement dit, et Q, c'est le PIB réel. Le produit des deux, c'est le PIB nominal. En fait, ici, on pense, bon, ça c'est vers la fin de cette page, à long terme au moins, V, c'est indépendant de la politique monétaire et la croissance réelle de Q, c'est indépendant de la politique monétaire aussi, à part des pays comme le Zimbabwe, par exemple. La conséquence, c'est une augmentation au moins à long terme, une augmentation du taux de croissance de la monnaie mène à un taux d'inflation plus élevé. Il y a quand même des particularités qui sont plus ou moins reliées à la monnaie au Canada en 2021-2022. Comme on sait, il y a eu des restrictions de l'offre dues aux fermetures forcées dans plusieurs firmes et secteurs de l'économie au Québec et ailleurs au Canada.
Et aussi des restrictions à la demande parce que c'était impossible d'aller dépenser son fric, soit dans des bars, soit dans des restaurants, surtout les petits commerces, mais aussi jusqu'à un certain point les grandes surfaces qui avaient des rayons cloisonnés et ainsi de suite. Et donc, en 2020, au moins, la demande a chuté plus que l'offre. Okay? Donc, là, je parle je ne vais pas vous expliquer offre agrégée et demande agrégée, ça c'est trop compliqué. Mais ce qui est arrivé en 2020, au moins, c'est une baisse du niveau des prix, l'indice des prix à la consommation, entre février et octobre. Ça, c'est l'inflation, une inflation négative. Okay? Maintenant, si on regarde, et je vais passer tout de suite il y a plusieurs mesures possibles de la masse monétaire. M2, c'est une mesure plus large, ça comprend des choses comme des comptes d'épargne en banque. Qu'est-ce qu'on constate là? Bon, la ligne verticale en gris, c'est le début de la pandémie. On voit à gauche pardon. Oui, ici, pardon. À gauche du graphique, on voit la flambée inflationniste des années 70. Ça coïncide avec un taux de croissance monétaire très élevé. Entre 1996 et 2020 environ, on était dans un régime où la Banque du Canada ciblait le taux d'inflation, un taux de 2%, et il y avait des fluctuations de la croissance monétaire, mais autour, bon, pas des fluctuations énormes. Arrive la pandémie et tout d'un coup, il y a une flambée assez marquée et subite de la croissance monétaire. OK? Et donc, quasiment à partir du début de 2020. Et je vais revenir vers la fin à ça. Par contre, ce qu'on constate, c'est que plus récemment, la croissance monétaire a baissé, encore une fois, de façon subite. Et donc, il va avoir des conséquences aussi. Maintenant, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on explique? C'est essentiellement la différence entre la croissance monétaire et le taux d'inflation. OK, mesuré comme tendance. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que, bon, encore une fois, la ligne verticale, c'est le début de la pandémie. Cette différence augmente en flèche et avec un peu de retard. Donc, on voit en 2020, comme j'ai dit, il y a eu inflation négative. Mais après, avec un délai entre 12 et 18 mois, on a connu un taux d'inflation très élevé. Okay, d'où vient cette création monétaire? Dans un premier temps, il y a eu intervention par la Banque du Canada pour soutenir la stabilité financière. C'était au début de la pandémie. C'était l'achat de beaucoup de titres d'obligations, non seulement du gouvernement fédéral, mais d'autres gouvernements et du secteur privé aussi. Mais plus tard, une politique d'achat d'obligations du gouvernement fédéral comme politique d'assouplissement quantitatif, comme ils l'ont appelé. Autrement dit, le but, c'était de garder les taux d'intérêt faibles pour encourager une sortie de la récession provoquée par la pandémie. Donc, il y a eu aussi des paiements de soutien aux revenus par le gouvernement fédéral et par d'autres gouvernements, sans, comme j'ai dit, la possibilité de dépenser. La conséquence de ça, c'est le taux d'augmentation personnelle chez les ménages canadiens a augmenté c'était au-delà de 25% dans le deuxième trimestre de 2020. Ça, c'est inouï. La moyenne historique, ça tourne autour de 4%. Donc, c'est vraiment immense. Et une bonne partie de cette épargne, comme on sait, au Québec, il y a des gens qui ont acheté des maisons plus grandes dans les banlieues de Montréal, par exemple, mais une bonne partie, une bonne fraction de ce que les gens ont reçu, c'est resté dans les comptes en banque qui sont comptabilisés parmi les mesures du stock monétaire comme M1 et M2. OK, alors si je reviens à la citation de Milton Friedman, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire. Cette flambée de la croissance monétaire aurait dû être une espèce de feu orange pour la Banque du Canada.
Mais depuis que, effectivement, le taux d'inflation fluctue un petit peu autour de 2% et c'était relativement stable et la croissance monétaire était relativement stable, la Banque du Canada a commencé de plus en plus à complètement négliger la croissance monétaire. Et puis, jusqu'à récemment, elle ne regardait pas du tout, c'était disparu de ses rapports sur la politique monétaire complètement. Il y a quand même une raison pour ça. Si la politique monétaire fonctionne bien, si on réussit à atteindre la cible de 2%, avec quelques petites erreurs qui sont des fois trop bas, des fois c'est trop élevé. Alors là, en fait, ça coupe le lien entre la monnaie et l'inflation. Et en fait, on est tout à fait justifié de négliger ça. Mais quand on arrive dans une situation comme la pandémie, où ce n'est pas une fluctuation stable de l'inflation autour de 2%, là, la monnaie redevient d'une importance primordiale. Bon, alors, les quelques conséquences de l'inflation. Bien sûr, comme tout le monde le sait, tout le monde dans la salle a subi ça sans doute à des degrés différents, bien sûr. Une perte du pouvoir d'achat répartie de façon inégale entre individus et ménages. Des gens comme moi, privilégiés, profs d'université avec une pension de retraite indexée, je n'ai pas trop souffert, je dois avouer. Mais d'autres personnes, surtout les retraités avec des revenus fixes et ainsi de suite, ils ont perdu beaucoup à cause de ça. Aussi, on sait que l'augmentation des prix a été inégale. Dans certains secteurs, des événements à l'échelle mondiale ont contribué à aggraver la situation, notamment la guerre de l'Ukraine, flambée du prix du blé, flambée aussi du prix des engrais. Et ça va avoir un effet prolongé sur le prix de l'alimentation au Canada et ailleurs pendant assez longtemps encore. Et il y a eu en moyenne une baisse, bien sûr, des salaires réels. Donc, les salaires ont augmenté moins rapidement que le coût de la vie. Okay. En termes de remèdes, la Banque du Canada, le deuxième point sur cette page, a commencé à augmenter son taux directeur en mars 2002. C'était sans doute trop tard, mais par contre, elle était c'est peut-être la première banque centrale parmi les grandes, comme la Banque d'Angleterre, la Fed, la Banque centrale européenne, a commencé à augmenter son taux directeur. Le but, c'est quoi? C'est de faire de faire baisser la demande, notamment pour des biens durables qui sont sensibles au taux d'intérêt. Il faut emprunter même pour acheter, la plupart du temps, pour acheter un frigo, bien sûr pour acheter une voiture et bien sûr pour acheter une maison. On a connu déjà un ralentissement sensible du marché immobilier au Canada. Et cette politique a déjà commencé à avoir un impact. Je pense que je n'ai pas terminé cette phrase, mais notamment l'investissement a ralenti, l'achat de biens durables a ralenti. J'ai parlé du marché immobilier aussi. Et donc, le but, c'est de laisser la capacité productive de l'économie rattraper sur la demande pour que l'inflation baisse. Okay. Alors, dernière page, un petit tableau. Alors, qu'est-ce qu'on constate? L'inflation maximale au Canada, c'était 8,1%. C'était en juin ou juillet 2002. Et les deux mesures de ce que la Banque appelle l'inflation fondamentale, relativement élevées aussi, 5,6, 5,1. Regardez les taux de croissance maximale de la monnaie, 26,6% de M1 et 14% de M2. Plus récemment, dans les mesures standards qu'on voit dans les journaux, quand on lit les journaux, l'inflation est baissée à 5,2%. Ça reste élevé, ça c'est sûr. Et l'inflation fondamentale reste élevée aussi. Mais donc la rangée au milieu, si on regarde la colonne de droite, la croissance monétaire de M1, c'est négatif et ça a été négatif pendant assez longtemps déjà. Et la croissance de M2 est relativement faible. Maintenant, ça c'est ce qu'on mesure habituellement comme taux d'inflation au Canada.
c'est sur 12 mois. C'est l'augmentation de l'IPC depuis les 12 derniers mois. Okay? Et donc, il y a un élément de ce qui s'est passé dans le dernier chiffre qui est pour février 2023. Il y a une mesure de ce qui s'est passé en 2022, où l'inflation était effectivement encore très élevée. Et donc, il y a une certaine persistance juste dans la façon à cause de la façon de calculer l'inflation, qui fait en sorte qu'effectivement, l'inflation baisse relativement lentement. Si on regarde ce qui se passe depuis les 3 derniers mois seulement, okay, donc, si on regarde l'IPC, donc le taux annualisé, donc si ça se produisait pour toute l'année à compter d'il y a 3 mois, le taux d'inflation de l'indice des prix de la consommation s'est déjà baissé à 1,6 %, qui est en bas de la cible déjà. Les taux d'inflation fondamentaux, ça baisse aussi plus rapidement, moins rapidement quand même que l'inflation mesurée par l'IPC, qui contient des mesures là, qui sont en dehors du contrôle des banques centrales, comme le prix mondial du pétrole, qui était très élevé en 2022, qui est encore très élevé, mais moins. Et donc, je lis ça j'interprète ça comme une évidence relativement optimiste que les politiques restrictives de la Banque du Canada sont sur le point. Là, je fais une prédiction. Alors, et je sais que c'est enregistré, donc c'est dangereux. Que ça a déjà été, et j'ai déjà eu pas mal de succès quand même. Et donc, en termes de guise de conclusion, nous sommes presque, pas encore, mais presque sortis du bois. Mais on assiste encore à un rattrapage des salaires. Ça, c'est tout à fait normal parce que, comme j'ai dit, la plupart des gens ont perdu en termes de leur pouvoir d'achat pendant la pandémie et pendant la flambée de l'inflation. Et non, maintenant qu'on sait que la Banque du Canada, la dernière fois et probablement la semaine prochaine encore, va garder son taux directeur à 4,5 %. Et au fur et à mesure que l'inflation baisse, en fait, c'est une politique monétaire qui automatiquement devient plus restrictive. Pourquoi? Parce que ce qui compte quand on achète, quand on prend une hypothèque, c'est ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel. C'est le taux moins le taux d'inflation qui baisse. Et finalement, les taux de croissance monétaire restent faibles ou négatifs. Et ce qui prédit, encore une phase que je vais pas terminer, qui prédit encore une baisse de l'inflation. Et donc, on devrait revenir tranquillement vers la cible de 2 %. Je pense que j'ai passé 16 minutes. Je m'excuse. 16 minutes, c'est parfait. Merci pour le tour de piste là, en seulement 16 minutes. Merci beaucoup. C'était très enrichissant là, de vous écouter, là, M. Ambler. Donc, on va poursuivre avec la présentation de Pierre-Antoine Harvey. Donc, je vais te présenter Pierre-Antoine, qui est économiste au service de négociation de la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. En plus de différents mandats de recherche et de vulgarisation sur les enjeux socio-économiques, il participe à titre de représentant de la centrale à différentes coalitions intersyndicales ou de groupes sociaux. Dans le cadre des négociations du secteur public, il participe aux travaux de la table centrale concernant les enjeux salariaux. Il a obtenu un doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal et il collabore à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. À titre de chercheur associé, ses intérêts de recherche touchent la fiscalité et aux finances publiques, touchent aussi l'évolution des conditions de travail et les effets de l'inflation sur les conditions de vie. Donc, merci, M. Harvey. Merci, Pierre-Antoine Harvey, de ta présence. Je dis vous dessus. Dans le milieu syndical, on se tutoie beaucoup. Merci beaucoup. Oublié dans la description, j'ai une maîtrise en économie à l'UQAM. Donc, je suis venu ici faire ma maîtrise et obtenir mon titre d'économiste. Je fais toujours la blague que, en fait, c'est un peu intimidant de passer après M. Ambler. Je ne suis pas un spécialiste de l'inflation.
début des années 2000, quand j'ai fait ma maîtrise, l'inflation était à 2 tout le temps. Fait que ce n'était pas un enjeu, donc j'ai probablement dormi pendant ces cours-là. Et c'est l'année dernière. Pendant mes cours. Oui. Et c'est l'année dernière que, face à ce qui se passait, je me suis réveillé en collaboration avec des collègues de l'IRIS. On s'est réveillé, on dit, là, il faudrait se préoccuper de l'inflation parce que ça a déjà un impact sur la population. Et les choix politiques qui seront faits par la suite pour régler le problème de l'inflation vont avoir un impact aussi sur les travailleurs et travailleuses, sur la population. Donc, j'ai fait du rattrapage, mais il m'en manque. Alors, je vais essayer de pouvoir répondre à certains arguments de M. Ambler, mais pas totalement. Je vais passer à ma présentation. Donc, oui, j'ai mis un titre choc parce que je viens de l'UQAM, mais du temps que c'était encore l'UQAM rouge. Donc, j'ai eu droit au dernier cours du marxisme. M. Dostalaire était encore enseignant ici. Donc, pourquoi ce titre choc-là? Parce qu'il est choc, mais je pense qu'il résume bien l'esprit de la présentation. C'est qu'en fait, on nous présente la principale solution de lutte à l'inflation, qui est en fait l'augmentation des taux d'intérêt, du taux directeur par la Banque du Canada, comme étant une fatalité, comme étant la chose à faire. Et ce n'est pas la Banque du Canada une indépendance politique du gouvernement, donc le gouvernement la laisse faire. Et au-delà de le fait que le gouvernement ne s'en mêle pas, même dans les discours publics, on semble nous présenter cette solution-là comme étant la seule et unique. Et cette solution-là, elle n'est pas neutre. Et c'est un peu l'aspect que je veux amener. Cette solution-là, elle n'est pas neutre. Elle a des effets qui sont différenciés selon, globalement, ce qu'on appelait dans le temps, ce qu'on appelle encore des classes sociales. Donc, si vous êtes travailleur et travailleuse précaires, la solution de la Banque du Canada va avoir un impact beaucoup plus fort, pénalisant pour vous. Si vous êtes un grand investisseur financier qui font des prêts hypothécaires, la solution de la Banque du Canada a un impact différent pour vous. Donc, c'est là où je voulais en venir avec ce titre choc, mais ça va résumer l'esprit de la présentation. Je le vois. Ah, voilà ce qu'il faut que je pèse sur le bouton là. Rapidement, c'est pour… je vais passer les premiers tableaux assez rapidement parce que ça répète un peu ce que M. Ambler a présenté, mais quand même pour vous montrer qu'on est dans un contexte qui est quand même historique au sens où, comme je disais, depuis la fin des années 90, on était là avec une inflation qui était autour de la cible visée par la Banque du Canada. Et là, boum, après la pandémie, un sursaut d'inflation à 6,7 % en taux annuel. Donc, ça, c'est pour 2022. Prédiction de retour à la normale. Et là, je vais être d'accord avec M. Ambler là-dessus. Prédiction, là, c'est les prédictions du ministère des Finances, 3,5 pour 2023, 2,2 et retour à la cible à 2. Pourquoi on peut être enthousiaste sur la fin de l'inflation? Oh, je vais trop vite. Ça n'avance pas dans mon ordi. Pourquoi on peut être enthousiaste par rapport à la fin de l'inflation? C'est qu'effectivement, depuis 8 mois, donc depuis juin 2022, les prix ont vraiment ralenti. Donc là, vous voyez l'IPC, qui est l'indice des prix à la consommation. Donc, c'est la somme des prix du panier typique pris par Statistique Canada. L'IPC, dans le fond, c'est le prix de ce panier-là en indice qu'on voit. Et on voit très bien qu'à partir de décembre 2021, il y a une croissance importante qui correspond assez directement avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, explosion du prix du pétrole, qui a lancé la première poussée inflationniste. On voit aussi dans le graphique la baisse, en fait, la stabilisation des prix qui a eu lieu pendant la pandémie. Première période d'hyperinflation, donc c'est le rattrapage qu'on a connu au sortir de la pandémie, été milieu 2021 jusqu'à l'automne. On a rattrapé le temps perdu parce que l'économie est repartie, mais vraiment une poussée inflationniste à partir de décembre, janvier de cette année, qui s'est relativement stabilisée depuis juin. Donc, si on regarde le taux d'inflation annualisé depuis juin dernier, on est autour de 1,9 au Québec. Donc, on est dans la cible. Si le rythme de croissance des prix reste à ce niveau-là, dans un an, on pourra dire que l'inflation est de 2 %. Donc, on aura déjà atteint la cible.
mais on est toujours, les chiffres qui sortent dans les journaux, là, c'est toujours 12 mois en arrière, donc on est encore en train de prendre des chiffres dans la pente, ce qui explique ce retard. Dans les éléments qui ont expliqué l'inflation, là-dessus, et là, je suis vraiment frustré d'avoir dormi pendant mes cours parce que c'est clair que je ne partage pas entièrement, et même l'approche, je dirais dire néoclassique, que la monnaie, c'est l'abondance de monnaie qui va créer l'inflation. Je suis dans une perspective beaucoup plus post-keynésienne où les prix sont constitués des coûts de production, que ce soit les salaires, les intrants, les profits, tout ça divisé par la productivité, on va y revenir. Donc, quand on regarde l'inflation qu'on a connue dans la dernière année, le principal coupable, au départ, c'était le prix de l'essence. Donc, on a vu les prix du pétrole exploser. Je vais le passer tout de suite parce que le graphique est dramatique. On voit la ligne jaune que vous voyez qui dépasse, elle pète le plafond et elle revient. C'est le prix de l'essence. Donc, avec l'invasion, la reprise de l'économie, mais surtout l'invasion de l'Ukraine, on a vu une explosion du prix de l'essence, du prix du pétrole. Et c'est ça, en gros, qui a lancé la poussée inflationniste. Et ce prix-là se voit dans l'indicateur transport et dans l'indicateur énergie de Statistique Canada, mais il est aussi caché derrière les prix de l'alimentation, derrière les prix de tous les produits qu'on consomme parce qu'ils nous sont livrés par véhicules qui consomment de l'essence et du pétrole. Donc, ça entre aussi dans les autres coûts de production et a eu une réaction peut-être retardée. Donc, quand on regarde qu'est-ce qui a explosé, au départ, c'était vraiment le prix de l'essence. On peut le voir, là, donc j'ai séparé par période, là, mais si on regarde depuis janvier 2020, l'essence a augmenté de 15,9 % dans la première période, donc décembre à juin, les 6 premiers mois, là, je dirais les 6 premiers mois de 2022, l'explosion du prix de l'essence était de 97 %. Donc, ça a doublé. Le prix de l'essence a doublé. Ça a rechuté depuis, ce qui explique une partie du ralentissement de l'économie, de l'inflation. Mais donc, ça, c'est un élément important. Et ça a bien sûr gonflé le prix du transport privé qui représente quand même 15 20 % des dépenses des ménages qui est consacré au transport. Donc, quand l'essence augmente, ça a un impact important sur le budget. Autre élément important, c'est le logement. Et c'est le prix des logements, le logement en propriété particulièrement. Donc, l'explosion des coûts des maisons. Mais récemment, en fait, ce qui maintient que le logement ne redescend pas malgré le prix des maisons qui ont été stabilisées, c'est le fait que le coût de nos hypothèques, lui, a explosé. On peut le voir, l'œuvre de l'augmentation des taux d'intérêt a fait augmenter les coûts d'intérêt de 23 là, pour la plupart, en moyenne, 31 pardon, là, dans les derniers 8 mois au Québec. Donc, autre élément important, et ça, c'est l'élément le plus inquiétant parce qu'il est durable, c'est le seul qui ne redescend pas, c'est le prix des aliments. Donc, on a vu pendant les 6 premiers mois d'inflation une poussée des prix alimentaires qui s'explique, entre autres, comme M. Andrew l'a dit, par l'augmentation du prix de l'énergie, mais aussi la Russie et l'Ukraine sont productrices de blé, d'huile de tournesol, ils sont producteurs d'engrais. Donc, tout ça a un impact sur les coûts alimentaires. Des sécheresses, ma collègue va en parler, les problèmes de réchauffement climatique et les dérèglements environnementaux posent des problèmes sur la production alimentaire. On a connu des sécheresses dans l'Ouest canadien. Ça a un impact sur les prix. Et ça, c'est durable. Donc, ça, c'est l'élément qu'il faut surveiller, dont il faut être inquiété et sur lequel il faudra agir dans l'avenir. Je passe comment va mon temps? C'est bon? Très rapidement, quand on regarde l'inflation, le calcul de l'inflation de Statistique Canada, c'est un indice moyen. Donc, c'est un ménage moyen. Et on voit là, les paniers de consommation, à peu près 20 % pour le logement, un autre 18 % pour l'alimentation. C'est la distribution d'un ménage moyen. Par contre, quand on examine la consommation des différents ménages selon leur niveau de revenu, cette distribution-là, elle n'est pas la même. On s'attend en fait à ce que les ménages les plus pauvres consacrent une plus grande part de leurs revenus
aux besoins de base, que ce soit logement, alimentation et transport. Donc, quand on examine cette répartition-là, on se rend compte qu'effectivement, c'est beaucoup plus frappant au niveau de l'alimentation où pour le quintile, donc le 10 le 20 le plus pauvre des ménages, j'ai pris uniquement des familles pour pouvoir comparer des ménages similaires qui ont qui auraient un mode de vie, entre guillemets, similaire, mais plus ou moins riche. Les dépenses alimentaires pour les 20 le plus pauvres, c'est 17 de leur budget, alors que pour le décile, donc le 10 le plus riche, on parle de 12,5 de leur budget. Donc, quand l'alimentation explose, bien, l'impact sur le portefeuille des ménages les plus pauvres est beaucoup plus important que pour les ménages les plus élevés. Et surtout que plus on a un budget élevé, plus on est capable de substituer. Donc, si mon filet mignon augmente, ben, je vais me tourner vers une autre sorte de... Je vais me mettre à acheter du homard. Si le homard augmente trop, ben, je vais me retourner vers un autre produit. Donc, j'ai la capacité de faire des choix, ce qui est plus difficile quand notre budget est restreint et que les produits, on peut le voir, les œufs, le lait, le pain ont augmenté de manière importante. Là où on le voit moins, c'est le logement. C'est toujours surprenant parce qu'on voit le premier quintile, 27 le dernier décile, donc 10 les plus riches, sont aussi à 27 de leurs dépenses pour le logement. Ce qu'on ne voit pas là-dedans, c'est qu'il y a à peu près un 5 chez le décile le plus riche, là, il y a un 5 du logement qui est leur résidence secondaire. Donc, il serait autour de 22 de dépenses liées au logement, ce qui fait que ce qu'on a vu, une explosion du prix des logements, ça a un impact plus fort sur les ménages les plus faibles. Dans l'étude qu'on avait faite l'année dernière, il y a 2 ans, on arrivait à un résultat qui démontrait que l'inflation récente avait eu un impact plus fort sur les ménages les plus faibles. Si on la referait aujourd'hui, on arriverait à une conclusion contraire pour la simple et bonne raison que même si les prix des loyers ont augmenté de manière inquiétante, l'augmentation du prix des loyers est beaucoup moins forte que l'augmentation du logement en propriété. Et on s'en doute, les ménages les plus pauvres sont plus souvent locataires que propriétaires. Donc, actuellement, l'inflation a eu un poids plus important sur les ménages de la classe moyenne et particulièrement classe moyenne plus élevée aussi. Par contre, j'aime bien ce terme-là, on parle que l'inflation a un impact plus vital sur les ménages les plus pauvres parce qu'on s'attaque directement. Ils n'ont pas la marge de manœuvre. Et lorsque tu n'as pas le choix d'avoir un chalet ou pas de chalet, mais c'est ta résidence principale, cet impact-là est important. 2 petites minutes. Oh my God, je vais aller directement beaucoup plus loin. Simplement pour dire, dans la perception, puis pour aller un peu on va amener sur un débat philosophique et différentes approches, lorsqu'on regarde les causes de l'inflation, il faut considérer le prix de production. Il faut regarder les prix de production des différents produits dans l'économie globale. Donc, une approche post-keynésienne, quels sont les déterminants des prix ce qu'on va retrouver sur le marché? Bien, c'est le coût des intrants, c'est le coût du travail, c'est les marges bénéficiaires et c'est la productivité. La grande question, c'est lorsque on regarde le discours et les actions de la Banque du Canada, est-ce qu'ils se préoccupent de ces différents éléments-là? Est-ce qu'ils répondent aux bons problèmes? J'ai pas réussi à faire, j'ai été trop vite pour faire la démonstration, mais clairement, une grande partie de l'inflation actuelle s'explique par l'explosion du coût des intrants, le pétrole, les matières premières, de manière très importante. De manière plus tardive, mais malheureusement insuffisante, le coût du travail finit, et on l'espère, par suivre l'augmentation des prix, ou du moins, il y a quand même une accélération de la croissance des salaires qui est inférieure à l'inflation, mais quand même, c'est présent. Marge bénéficiaire, je vais vous montrer le tableau, il y a une explosion des profits, de la part des profits dans le PIB au Canada. Aux États-Unis, c'est la même chose. Donc, c'est un phénomène qui est constaté partout. Et j'y reviendrai, la Banque du Canada ne s'y intéresse aucunement. Donc, pour elle, ce n'est pas un facteur explicatif de l'inflation. Le dernier élément, la productivité, bien,
la productivité, c'est ce qui fait que ça me prend moins de travail ou ça me prend moins d'intrants pour produire la même quantité. Donc, même si le prix du travail augmente, mais que ma productivité, elle aussi, augmente, je suis capable de vendre mon produit sans augmenter les prix. Productivité au Québec, c'est un grave problème. Le ministre des Finances en fait supposément son obsession. C'est ce qu'il doit régler. Bien, dans un contexte où les taux d'intérêt augmentent, comment voulez-vous que les entreprises investissent pour améliorer leur productivité? Donc, la solution apportée par la Banque du Canada vient limiter cette capacité-là d'augmenter la productivité. M. Ambleu l'a nommé, les investissements sont en baisse, alors qu'ils étaient déjà trop faibles au Québec par rapport à nos voisins. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Pour ce qui est… donc, la Banque du Canada, là, elle s'inquiète vraiment, là, elle check les salaires. Pour elle, c'est un facteur important de perpétuation de l'inflation. On parle de la fameuse spirale salaire-inflation. Là, si les salaires augmentent, les prix vont augmenter. Si les prix augmentent, on va augmenter nos salaires. Et là, on s'en va vers une catastrophe de maintien de l'inflation. Donc, à chaque 3 mois, dans leur rapport sur la politique monétaire, là, ils ont leur surveillance des salaires. Et là, ils disent que c'est autour de 4 à 5 et que si malheureusement, ça continue à progresser comme ça, bien, ça va perdurer l'inflation. Ça va faire perdurer l'inflation. Par contre, au niveau des profits, rien. Et comme je suis un élève en retard, j'ai commencé à aller assister. On peut maintenant assister en ligne à la présentation de la politique monétaire. J'ai commencé à y aller. Et à chaque fois, je pose ma question, oui, mais les profits. Oui, mais les profits. Et il n'y a jamais de réponse, sauf dans le dernier rapport où il y a l'affirmation suivante qui est très… qu'on peut interpréter, selon moi. Ils disent, bon, mais finalement, l'enquête auprès des entreprises nous révèle que les entreprises vont revenir à une méthode de fixation des prix d'avant. Donc, ils vont attendre que les prix de leurs intrants augmentent pour ajuster leur prix à la hausse. Donc, ce qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, on était un peu il y a plein de gens, plein d'études qui mettent l'hypothèse et démontrent qu'on était dans une situation où bien, les prix augmentent, fait que l'occasion fait le larron. Pourquoi nous, est-ce qu'on n'augmenterait pas nos prix aussi? Et dans un contexte où la concurrence dans plusieurs marchés, prenons l'exemple du marché alimentaire au Canada, qui est très faible concurrence, bien, c'est extrêmement… les entreprises ont la capacité de marché d'augmenter leur prix sans être pénalisées trop par une fuite des clients vers la concurrence. Et ça donne le petit graphique ici, où on voit que dans le contexte actuel, et c'est très surprenant, on sort d'une crise économique vraiment importante, on peut voir qu'actuellement, le taux de profit par rapport au PIB, donc la part des profits dans la richesse nationale, est actuellement autour de 16,8 %. On est monté jusqu'à 18 plus tôt dans l'année, mais en moyenne, cette année, l'année 2022, on parle de 16,8 %, ce qui est le taux le plus élevé connu, à part un petit pic d'un trimestre dans les années 2005. Donc, question qui se pose, est-ce que les entreprises ont profité de cette ambiance d'augmentation des prix pour augmenter leur prix plus que nécessaire? Est-ce qu'il y a une causalité directe? Je ne peux pas mettre ma main au feu, mais il y a une co-occurrence inquiétante qui fait que la Banque du Canada, donc dont le principal objectif est de surveiller l'inflation, devrait mettre un de ses quelques économistes sur ce sujet-là pour enquêter, mais ça ne semble pas être le cas. Merci beaucoup. Merci. Okay. Merci beaucoup, Pierre-Antoine Harvey. Merci d'avoir su mêler économie et humour en période inflationniste. C'est un succès, un rare talent. Alors, on va poursuivre. Puis juste avant de poursuivre, là, je vous rappelle qu'il va y avoir une petite période de questions là, suivant les 3 présentations, donc de conserver vos questions pour ce moment-là. Donc, poursuivons avec la 3e et dernière conférencière de l'événement, Marianne Sarah-Saunier, qui est professeure associée à l'UQAM
et chercheuse à l'Observatoire québécois des inégalités. Elle est anthropologue de formation. Ses recherches portent plus particulièrement sur l'impact des changements climatiques sur les inégalités de genre. Elle termine présentement un post-doctorat à l'Université McGill où elle aborde les violences sur le genre en contexte de migration climatique. Parallèlement, Marianne Sarah-Saunier est vice-présidente du Conseil des Montréalaises où elle a travaillé sur l'avis pour une transition écologique juste et féministe à Montréal. Donc, à vous la parole. Super. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, contrairement à mes deux collègues à côté de moi, je ne suis pas économiste. Je suis anthropologue, donc je vais avoir un regard un peu différent. Par contre, mes collègues ont vraiment mis la table pour que je puisse vraiment aborder la notion de justice climatique. Mon collègue juste avant a abordé les impacts différenciés de l'inflation. Moi, c'est vraiment à travers ces impacts différenciés-là que je vais m'intéresser, mais vraiment au vu des changements climatiques. Donc, je suis contente d'en parler, notamment parce que les impacts différenciés des changements climatiques d'un point de vue socio-économique, c'est un aspect qu'on aborde très peu. En fait, il y a très peu de données à ce niveau-là, non seulement en Occident, mais je dirais aussi en milieu urbain. La majorité des données à ce jour sont vraiment surtout dans les pays du Sud, là où les changements climatiques sont les plus catastrophiques. Mais je pense que c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment très pertinent, je pense, d'en parler maintenant parce que ça a vraiment des impacts en ce moment sur la vie des gens. Donc, je vais reprendre certains thèmes. Parfait. Donc, je vais reprendre certains thèmes qui ont été abordés déjà il y a quelques minutes à travers 3 effets directs des changements climatiques sur le coût de la vie. On va voir qu'en contexte d'inflation, tout ça, ça a un impact vraiment exponentiel sur la vie des gens, sur la vie des populations les plus vulnérables au Québec. Donc, ces 3 impacts-là que je vais aborder, ça va être principalement l'augmentation des difficultés associées au confort, notamment en lien avec les changements de température. Donc, ça nous amène nécessairement à parler du logement, de la crise du logement, de la difficulté de se loger pour une grande partie de la population, mais aussi des inégalités d'espace vert lorsqu'il est temps d'avoir accès à des îlots de fraîcheur dans certains quartiers pour les communautés les plus pauvres. Ensuite, les changements climatiques induisent une augmentation des prix des denrées, donc ça a été abordé tantôt. Ça nous amène nécessairement à parler d'insécurité alimentaire, qui est augmentée en temps d'inflation, mais aussi ça nous amène à aborder la notion de transport, qui est un problème pour plusieurs arrondissements, que ce soit à Montréal ou au Québec. Et puis finalement, un autre effet des changements climatiques, c'est les augmentations d'inégalités de charges, notamment lorsqu'on parle des inégalités de genre. Donc, ça nous permet de parler du travail reproductif qui est en lien avec les changements climatiques, donc le travail qu'on considère invisible, et finalement des conditions de travail qui changent en fonction des changements climatiques. Donc, pour ce qui est vraiment là, du logement, notamment au Conseil des Montréalaises, on a fait un avis sur une transition juste et féministe à Montréal, une transition écologique juste et féministe à Montréal. Puis on s'est intéressé vraiment à essayer d'aller voir les endroits à Montréal qui sont les plus impactés qui sont les plus touchés par les changements climatiques. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment fait une superposition de cartes entre la défavorisation matérielle et sociale à Montréal avec une carte des îlots de chaleur et une carte des inondations. Puis ce qu'on a vu, c'est une correspondance parfaite, mais vraiment parfaite sur 11 régions à Montréal, principalement en périphérie. Ce qu'on remarque avec ces régions-là, c'est vraiment que c'est généralement une population qui est locataire, qui est pauvre, qui est souvent immigrante et qui est surtout habitée par des femmes. Donc, ce qui est particulier avec ces régions-là, c'est que on retrouve surtout des logements à prix modique, des logements souvent qui sont vétustes, qui n'ont pas été rénovés depuis très longtemps. Ça a un impact sur notre résilience face au changement climatique. Je dirais, en temps de crise du logement, comme on vit en ce moment, c'est de plus en plus difficile de se trouver un logement. Donc, ça implique que les gens qui ont moins d'argent sont obligés d'aller dans des arrondissements qui sont plus excentrés de la ville. Donc, on va aller vivre davantage en périphérie. Mais on va aussi s'installer généralement dans des logements qui sont vétustes, qui n'ont pas été rénovés. Ça a un impact avec notre résilience face au changement climatique parce que de plus en plus dans le monde, on parle au droit au refroidissement. Donc, il y a des endroits dans le monde, par exemple, je pense à l'Inde et au Pakistan l'année passée, où, à pareille date, les températures ont été catastrophiques, ont atteint 50 degrés, qui est le seuil limite
limite pour la survie d'une grande partie de la population. Donc, de plus en plus, on parle au droit du refroidissement. Le GIEC a nommé d'ailleurs que les deux grands facteurs qui vont venir toucher la mortalité humaine avec les changements climatiques, dès maintenant, c'est les grandes chaleurs ainsi que la pollution. Donc, être capable d'adapter son logement en fonction des écarts de température, c'est rendu un droit. Lorsqu'on est dans un logement qui est vétuste, qui est mal isolé, mal ventilé, ça a un impact sur notre résilience. Donc, qu'on arrime ça, par exemple, à l'augmentation du prix de l'énergie, ça a un impact sur votre propre appauvrissement, mais aussi sur votre capacité de vous adapter au changement climatique. Donc, par exemple, lorsqu'on vit dans ce type de logement, c'est sûr que durant l'hiver, ça va coûter plus cher à réchauffer parce que les logements sont mal isolés. Lorsqu'on n'est pas capable de réchauffer suffisamment parce qu'on a un problème d'argent, à ce moment-là, ça peut avoir un effet sur notre santé. Mais on voit le même problème aussi durant les grandes chaleurs où là, à ce moment-là, notre logement devient complètement étouffant. Donc, on n'a pas le choix de sortir de la maison pour être capable de se rafraîchir parce que notre logement devient intolérable. Petit fait, je dirais intéressant, mais plutôt révoltant, c'est de voir un peu le côté vétuste et non rénové et de mauvaise qualité des logements en ce moment à prix modique, des HLM. On considère qu'au Québec, c'est environ 40 des logements à prix modique qui nécessitent beaucoup de rénovations, qui sont considérés comme non conformes. Mais ça, c'est une moyenne parce qu'il y a des régions, par exemple, je pense à Brome-Missisquoi, c'est sorti le mois passé, on considère que c'est 80 des logements. Donc, c'est énorme. Ça a un gros impact sur la qualité de vie des gens. On sait, entre autres, là, je parle de résilience face au changement climatique, mais on sait aussi que ça a un impact sur l'espérance de vie. Donc, on remarque là, à travers différents quartiers de Montréal qu'il y a une espérance de vie de plusieurs années en fonction de où on vit, en fonction de notre code postal. Donc, ça, c'est un des premiers éléments. Ensuite, lorsqu'on parle, par exemple, du besoin d'îlots de fraîcheur parce que notre logement ne peut pas nous le donner, notre logement n'est pas adéquat, bien, ça nous oblige à sortir de chez nous, généralement parce que beaucoup d'HLM, beaucoup de logements à prix modique n'ont pas de cour, n'ont pas de balcon non plus. Donc, ça implique qu'il faut aller dans des espaces verts pour trouver un îlot de fraîcheur. Mais ça nous amène à un autre problème. Quand je vous ai montré la carte tantôt avec les 11 arrondissements là, qui ont été présentés, bien, c'est aussi associé à un autre facteur qu'on retrouve à Montréal, mais aussi partout au Canada, c'est-à-dire une inégalité dans la distribution des espaces verts. Donc, ce qu'on remarque, c'est que partout à travers le pays, de façon générale, les espaces verts vont surtout être priorisés dans des endroits qui sont plus riches. Donc, dans les quartiers qui sont plus immigrants, plus pauvres, c'est là qu'on va en retrouver moins. Ce qui est un facteur quand c'est temps de se refroidir durant les grandes chaleurs. Donc, ce n'est pas suffisant de sortir dans son quartier. Il faut souvent s'excentrer de son quartier, prendre les transports en commun pour être capable de se rafraîchir durant les grandes chaleurs. Mais le problème, c'est que souvent, ces arrondissements-là sont mal desservis par les transports en commun. Il n'y a pas de métro, il y a très peu d'autobus, ce qui fait que là, la charge pour se rafraîchir est encore plus grande parce qu'il faut prendre l'autobus, par exemple, pendant 1 heure pour être capable d'avoir accès à un parc. Donc ici, on voit encore une fois un gros enjeu sur la résilience face au changement climatique. La notion de transport, elle est aussi intimement liée à celle d'insécurité alimentaire. Donc, tantôt, j'ai dit que les changements climatiques induisaient l'augmentation du prix des denrées. Donc, ça, c'est pas juste un fait comme ça, c'est quelque chose qu'on trouve à tous les jours dans notre épicerie. Tantôt, mes collègues en ont parlé, par exemple, des grandes chaleurs dans le Midwest, dans l'Ouest canadien, qu'on fait augmenter, par exemple, de 17 la viande dans notre panier d'épicerie. Je parlais tantôt des grandes sécheresses épouvantables en Inde, au Pakistan, mais ça fait augmenter de 17 le riz parce qu'il y a 250 000 tonnes de riz qui ont été gaspillées dans la dernière année en raison des grandes sécheresses. Même chose avec la laitue, 30 de plus. Donc, tout ça, c'est en lien avec les changements climatiques. Mais si on revient aux personnes qui vivent, par exemple, dans un logement qui est excentré, mal desservi par les transports en commun, bien, ça se mélange avec l'inflation, mais aussi avec les phénomènes d'embourgeoisement ou les déserts alimentaires qu'on retrouve de plus en plus dans certains quartiers. Comme par exemple, imaginez, dans un quartier où vous devez vous faire votre épicerie, il n'y a plus par exemple, par le phénomène d'embourgeoisement et de désert alimentaire, il n'y a plus d'épicerie de grande surface près de chez vous, il y a juste des petites épiceries fines. Bien, ça coûte vraiment plus cher faire l'épicerie pour vous, mais aussi pour votre famille. Ça implique que certaines personnes sont obligées de prendre les transports en commun pour aller faire l'épicerie ailleurs, mais la charge devient extrêmement lourde parce qu'on ne peut pas faire des grosses épiceries puis les ramener en autobus. Il faut souvent faire l'épicerie de plusieurs shots là, pour ramener ça à la maison. Donc, on voit ici qu'il y a une grande vulnérabilité associée au transport, au logement
et à l'insécurité alimentaire et par l'augmentation des prix dans les épiceries à ce niveau-là. Maintenant, le dernier point que je vais aborder, c'est face aux inégalités de charge, face au changement climatique, un lien avec le coût de la vie, avec l'inflation. On sait que les changements climatiques induisent aussi l'augmentation du travail reproductif puis du travail de ce qu'on appelle le care. Donc, le travail reproductif, c'est généralement ce qu'on appelle un travail invisible. Ça a deux pôles. Le premier, c'est l'augmentation des responsabilités reliées aux personnes à charge. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans n'importe quel type de crise. Là. On l'a vu, par exemple, avec la pandémie. Mais c'est aussi tout le travail domestique, le travail à la maison, toute la charge mentale. Donc, on sait qu'en période de crise, cette charge-là, elle augmente. Et c'est la même chose avec les changements climatiques. Au Québec, en Amérique du Nord, en fait, pas mal partout, généralement, le travail reproductif, c'est un travail qui est dévolu aux femmes. Donc, on sait que déjà, pour ce qui est des inégalités de charge, en tant que changement climatique, c'est plus important pour les femmes que pour les hommes. Une des raisons, entre autres, on peut penser, par exemple, juste à l'augmentation, je vous disais tantôt, des mortalités dues au changement, aux plus grandes chaleurs, à la pollution, mais aussi à l'augmentation des maladies vectorielles. Donc, nécessairement, plus grand besoin de prendre soin des personnes à charge. Mais ça a un impact aussi pour le système hospitalier, donc les gens du travail du cœur associés au milieu hospitalier. On sait, par exemple, qu'au Canada, 80% du milieu hospitalier est tenu à bout de bras par des femmes dans des conditions qui sont déjà extrêmement difficiles. En état de crise, on sait à quel point ces conditions-là deviennent pire en pire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que 86% de ce 80-là, ce sont des femmes immigrantes. Donc, on devine que les conditions de travail vont tout simplement s'empirer, amener à de l'épuisement. Puis de l'autre côté, pour ce qui est de la maison, bien, le travail reproductif, il augmente. Donc, quand je parle d'inégalité de charge, c'est-à-dire que là, plusieurs femmes vont se ramasser avec un travail double, comme on a vu dans le temps de la pandémie, c'est-à-dire qu'elles ont leur emploi durant le jour, mais aussi dans le reste du temps, elles sont obligées de s'occuper de leur famille. Imaginez de voir cette charge double, mais dans des conditions où, par exemple, faire l'épicerie, ça prend 2 fois plus de temps parce qu'il faut prendre les transports en commun. Ajouter ça là-dedans qu'il faut aller faire jouer les enfants au parc alors qu'on n'a pas de parc, de parc à côté de nous. Donc, de voir tout ça en amont, de ne pas voir tous ces éléments-là en silo, mais de les voir vraiment comme des vases communicants qui viennent s'empirer l'un avec l'autre. Dans d'autres cas aussi, ça a un impact directement sur le portefeuille de ceux qui ont cette charge-là parce que ou bien ça peut être une charge double, ou bien ça peut être une obligation de réduire les heures de travail. Ça a été démontré là, durant le temps de la pandémie. Plusieurs femmes ont été obligées de choisir entre s'occuper des personnes à charge ou faire leurs heures de travail normales. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont réduit leurs heures de travail pour être capables de s'occuper des personnes à charge. Donc, nécessairement, ça a un impact à ce niveau-là. Ici aussi, je parle dans mon petit graphique là, très simple, mais d'épuisement, mais ce qui est intéressant, c'est que ces éléments-là, ils ne sortent pas de nulle part. Là. Il y a très peu de recherches sur l'impact différencié au niveau de la santé mentale et de l'épuisement en temps de crise climatique. Par contre, il y en a quand même, comme par exemple à l'Institut Douglas, il y a des recherches qui se font sur les effets des catastrophes climatiques sur la santé mentale de manière différenciée face au genre. Puis ce qu'on a réalisé, c'est que, par exemple, durant la crise du verglas ou durant le déluge du Saguenay, on a vu davantage de syndromes post-traumatiques envers les femmes, de dépression, d'anxiété chez les femmes, tout simplement en raison de la charge mentale qui est associée aux familles et au besoin de prendre soin de ses proches. Donc, pour conclure, ben voilà, je l'ai dit un petit peu tantôt, mais l'idée, c'est vraiment de voir le logement, espace vert, transport, insécurité alimentaire, tous ces éléments-là là, qui sont des vases communicants face au coût de la vie au vu des changements climatiques. Il y a plusieurs autres angles que je n'ai pas abordés. Donc, il y a par exemple la notion d'implication citoyenne qui ne sont pas nécessairement directement associés au coût de la vie, mais qui sont quand même induits par les changements climatiques et qui sont connexes. Donc, il y a la notion d'implication citoyenne, c'est-à-dire que généralement, dans les quartiers qui sont les plus touchés par les changements climatiques, c'est là qu'on voit un grand besoin d'implication, mais c'est généralement les quartiers qui ont le moins de fonds pour être capables de mobiliser les gens, même s'ils ont des idées, même s'ils ont des projets. Donc, déjà, ça, c'est un enjeu. Et puis l'autre
je dirais que c'est associé à à la violence. Donc, on voit une augmentation de la violence généralement envers les femmes face au changement, en milieu de crise, mais c'est ce qu'on remarque aussi avec les changements climatiques. Pour ça, Antonio Guterres a dit, par exemple, que les changements climatiques étaient l'élément majeur qui induisait le plus de violence et de conflits à travers le monde. Donc ça, généralement, ça vient avec des meurtres de femmes, des viols, des mariages forcés. Mais on n'est pas obligé d'aller dans ces extrêmes-là. On peut regarder proche de nous pour voir à quel point c'est visible ici aussi. On l'a vu, par exemple, avec la pandémie, les féminicides. Mais, par exemple, en 2005, durant l'ouragan Katrina, aux États-Unis, dans l'année qui a suivi l'ouragan, on a vu une augmentation de 98% de la violence domestique envers les femmes. Donc, on voit que ça a vraiment un impact. Ce sont des éléments qui doivent être considérés lorsqu'on parle des éléments, des impacts différenciés des changements climatiques. Donc, voilà, c'est sur ça que je termine ma présentation. Merci de votre écoute. Merci énormément, Marianne Sarah-Saunier. Une thématique tellement pertinente, puis dans l'angle mort aussi là, de beaucoup de discours sur l'inflation. Donc, après 3 présentations là, extrêmement riches, denses, fort intéressantes, on en est à la période de questions. Donc, il nous reste à peu près... Bon, je sais que certaines personnes là, doivent sans doute être ailleurs à 14 heures, fait qu'on va vraiment s'arranger, ne vous inquiétez pas là, pour terminer 5 minutes d'avance. Donc, il nous reste peut-être 10 minutes là, pour quelques questions. Donc, Nicolas, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le... OK. On va y aller en alternance, questions dans le Zoom et questions en présence, en commençant peut-être par le Zoom, puisqu'il y a plus de personnes en ligne. Donc, il y a Nicolas qui va relayer l'une des questions. Peut-être en précisant là, si ça s'adresse à tout le monde ou à un des conférenciers, une des conférencières. Oui. Allô? Oui. Donc, j'ai une première question. En fait, c'est Ibrahima Diouf qui s'adresse à M. Ambler. Puisqu'on est en train de vivre une inflation dite importée, comme la guerre en Ukraine, est-ce que l'augmentation du taux directeur par la Banque canadienne aura un effet pour diminuer cette inflation? Si oui, comment? Dans la mesure où, effectivement, une partie de l'inflation, c'est comme mon confrère a dit, c'est dû à l'augmentation du prix des matières premières mondiaux. J'y ai fait référence moi-même. La Banque du Canada ne peut pas avoir un impact sur le prix mondial du pétrole ou de l'essence. Donc, et en fait, c'est quelque chose dont elle doit faire abstraction en pensant à ses politiques. En fait, comme j'ai dit, bon, je pense qu'effectivement, la guerre en Ukraine, la flambée du prix du pétrole a aggravé la situation, c'est sûr. Mais quand j'ai montré aussi ce que la banque appelle les taux d'inflation fondamentaux, qui essaient, c'est pas parfait, mais qui essaient de faire abstraction de ça. Et je pense que même sans guerre en Ukraine, même sans flambée du prix du pétrole et tout ça, on aurait constaté une augmentation du taux d'inflation, notamment à cause du fait qu'en sortant de la pandémie, des gens avaient beaucoup épargné, n'avaient pas de façon de dépenser leur argent. Et tout d'un coup, quand l'économie a commencé à se rouvrir, la demande a augmenté plus rapidement que l'offre. Donc, mais juste pour terminer, donc effectivement, il faut que la Banque du Canada fasse abstraction des prix qui sont en dehors de son contrôle, c'est sûr. Merci. Est-ce que vous souhaitiez réagir également, Marianne Sarah et Pierre-Antoine? OK, parfait. Ça serait le temps d'une question dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont une question? Si c'est le cas, je vous invite à vous avancer au micro, là, puis simplement la poser. Il y a quelqu'un qui est en déplacement pour les gens en Zoom. Oui, je voulais savoir, à ceci, on a vu aussi, il y a des banques aux États-Unis qui ont fait faillite, surtout qu'on considère comme des banques moyennes. Ça a eu aussi des répercussions en Suisse avec Crédit Suisse. Donc, on voit comme une espèce de... Comme si le système bancaire, on avait dit aussi que sous l'ère Obama, on avait mis des espèces de ponts de sécurité, d'essayer de réguler le système financier américain pour essayer de ne pas que ça se contamine. Ça s'est contaminé, effectivement. Mais là, on voit... Ma question est très technique. Je veux avoir votre opinion là-dessus parce que je suis un peu ça. Mais
quels seraient les effets ou sinon, comment est-ce que vous voyez ça? C'est justement ces banques ou ce système financier qui a l'air un peu fragile et ces régulations qui ont été enlevées par l'ancienne administration Trump. Je voulais savoir, je ne sais pas si ça c'est vrai, si j'ai entendu ça aux nouvelles, mais c'est ça. Je voulais juste savoir comment est-ce que vous envisagez ça et comment est-ce que les banques centrales font en sorte pour c'est quoi le danger ici entre la Banque centrale qui essaie de réguler l'inflation, puis en même temps doit réguler avec une espèce de crise financière qui a l'air de pondre? Voilà. Question facile. Non, je n'ai jamais été gestionnaire de banque, donc je suis peut-être mal placé pour critiquer les gestionnaires de banque, mais c'est sûr que les cas de crise qu'on a constatés aux États-Unis, la Suisse, je connais un peu moins, mais c'est sûr que c'était ce qu'on peut appeler une mauvaise gestion de risque. Ce sont des banques qui ont attiré des dépôts en payant des taux d'intérêt peut-être un peu plus élevés que le marché. Et du côté de l'actif, ils ont investi énormément ou beaucoup dans des obligations du gouvernement à taux d'intérêt fixe. Alors, lorsque la Fed a commencé à augmenter son taux d'intérêt, comme la Banque du Canada, sur papier, ça a provoqué des pertes. Et donc, sur papier, je pense que la SVB, la Silicon Valley Bank, était non seulement en situation d'illiquidité, mais en situation d'insolvabilité. Mais dans la mesure où où les déposants laissaient leurs dépôts là, aucun problème. Donc, la banque pouvait garder les obligations du côté de l'actif jusqu'à leur échéance et les pertes sur papier n'auraient jamais été réalisées. Mais une fois qu'il y a une ruée vers les banques et la banque doit vendre en catastrophe ses actifs, là, l'insolvabilité sur papier devient insolvabilité réelle. J'espère que, bon, je pense que la contagion a été relativement contenue pour l'instant. J'ose espérer que d'autres banques ont eu une meilleure gestion de ces risques-là. Mais aussi, la promesse par la Fed et par le Trésor aux États-Unis, essentiellement d'assurer les dépôts de tous les déposants, peu importe. Là, je pense que ça crée un autre petit problème, c'est que comme maintenant les gestionnaires de risque, bon, ils disent bah, on doit pas faire trop attention au risque parce que de toute façon, c'est la Fed qui va venir à la rescousse. Pierre-Antoine, tu veux élaborer là-dessus? Ben, ça me ramène à une question plus fondamentale, puis je vais vous la poser. Parce que la Banque du Canada, puis en fait, l'ensemble des banques centrales sont sautées dans le match avec un peu de retard, mais beaucoup de zèle. Alors, une intervention extrêmement rapide, agressive. On pouvait voir que la poussée inflationniste allait redescendre naturellement, entre autres, prix de l'énergie. Ça ne pouvait pas continuer à monter éternellement. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un ralentissement. Ma question est super simple, mais tellement niaiseuse que je suis toujours gêné de la poser. Mais en même temps, elle m'apparaît essentielle. Quelle aurait été, au lieu de lutter contre l'inflation, si on avait assuré à l'ensemble des Canadiens, Canadiennes, des Québécoises, une augmentation des revenus qui vient à côté cette inflation-là, que ce soit les salaires, que ce soit les revenus de retraite, les prestations sociales, est-ce qu'on n'aurait pas pu traverser l'inflation, l'augmentation de l'inflation temporaire sans risquer ce qu'on risque actuellement en jouant avec les taux d'intérêt, de provoquer une récession, provoquer des règlements dans le système financier? Donc, ma question est simple, c'est que si on ajuste les revenus du monde par rapport à une inflation plus élevée, c'est quoi les conséquences de l'inflation? En quoi c'est négatif? Question niaiseuse, oui. Si les salaires augmentent exactement au même rythme que le coût de la vie, effectivement, il n'y a aucun impact. Il y a toujours un effet si c'est inégal. On a parlé un peu de cette inégalité, là, fait que ça affecte certaines personnes plus que d'autres. Mais
Ben là, je ne sais pas si tu es en train de recommander que qu'on donne à la Banque du Canada le pouvoir de contrôler tous les salaires dans l'économie canadienne. Non. J'espère que. Non, mais Parce qu'en fait, ce qu'elle a comme instrument pour affecter l'inflation, c'est relativement limité. Hein. Bon, comme j'ai dit, l'assouplissement quantitatif, l'achat d'obligations et le taux directeur. Mais d'autres paliers de gouvernement ont d'autres pouvoirs sur les revenus. Ah non, c'est sûr. Mais que j'ai parlé, effectivement, il y a eu beaucoup. Et là, en fait, je pense que ça a aggravé justement l'inégalité, parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu des paiements du gouvernement fédéral qui n'en avaient pas besoin, d'autres qui moins que leurs besoins. Mais justement, c'est ça qui, entre autres, a provoqué cette augmentation du taux d'épargne personnelle et l'explosion des dépenses en sortant de la pandémie. Donc, ce n'était pas nécessairement réglé le problème. Sur les effets de la PCU sur l'inflation, je pense que là, ça porte à débat. Il y a un retardement, là, mais je pense que parce que ma question fondamentale, c'est qu'on a voulu régler l'inflation au lieu de régler les conséquences de l'inflation. Et la façon qu'on utilise pour régler l'inflation aura des impacts qui sont peut-être potentiellement aussi négatifs que les impacts de l'inflation. Puis on parlait particulièrement de l'effet différencié. Mais si on tombe en récession, qui va perdre son emploi? C'est les travailleurs précaires, ceux qui sont sur le bord de la porte, ceux qui sont dans des secteurs plus fragiles, majoritairement les femmes, majoritairement population immigrante. Et puis de manière globale, là, et avec mon titre, on était aussi cette récession ou ce ralentissement économique-là induit vient couper l'herbe sous le pied de l'ensemble des travailleurs et travailleuses qui, pour une fois, avaient un rapport de force historique au Québec particulièrement, où on est en pénurie de main-d'œuvre, l'économie allait bien, c'était le temps de faire du rattrapage au niveau des revenus. Et là, une petite récession, un petit ralentissement économique qu'on nous impose. Donc, la solution n'est pas neutre à ce niveau-là. C'est sûr. Je vois le temps qui passe. Je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce qu'il y avait une question? OK. Parfait. Ah, bon, ben excellent. Donc, vous avez déjà répondu à l'ensemble des questions. Puis ça tombe bien parce que j'ai promis que tout le monde pourrait quitter avant 14 heures là, pour aller à son cours ou autre engagement. Donc, je termine en vous remerciant de vous être déplacés, en vous remerciant d'être présent via le Zoom. Merci tout particulièrement, bien sûr, à nos 3 conférencières et conférenciers, donc Marianne, Sarah Saunier, Pierre-Antoine Harvey, Steven Embler. Ça a été vraiment un plaisir là, de vous écouter. C'était extrêmement intéressant. Puis, bonne fin de journée, tout le monde.